Cette servante ne connaît pas sa place. Elle a osé pousser sa maîtresse dans la rivière, puis a conduit seule la calèche jusqu'au château ancien. Elle a même usurpé l'identité de sa maîtresse, grimpant les échelons en un instant, passant de servante misérable à demoiselle élégante et distinguée. Elle est entrée dans le château sans que personne ne s'en aperçoive. Cependant, le château qu'elle pensait être l'endroit le plus sûr, ce n'était pas du tout sûr. Les complots guettaient. Les dangers ne cessaient de surgir, la laissant sans défense. Cette servante s'appelle Lysica, et elle venait de fourrer 2 petites fleurs dans ses narines. Après s'être assurée qu'aucun air ne passait, elle poussa lentement la porte de la chambre. Sur le lit, un vieil homme agonisait. Mais ne sous-estimez pas ce vieil homme, car il est un véritable aristocrate, et aussi le propriétaire de cette maison. À cause de la peste qui sévit dans la ville, de nombreuses personnes ont perdu la vie. Qu'ils soient riches ou pauvres, personne ne peut échapper à la contagion. Ils finissent par être incinérés. Pour éviter la propagation de la maladie, la famille noble que Lysica sert, à l'exception du maître et de mademoiselle Philone, chance de survivre. Tous les autres sont déjà partis rejoindre leurs ancêtres. Ainsi, la grande maison ne comptait plus que 3 personnes. Mais il n'y a pas longtemps, le maître de maison a également contracté cette maladie. Mais ce qui inquiète mademoiselle Philone, ce n'est pas l'état de santé de son père, mais que s'il ne s'en sortait pas, elle se retrouverait seule et sans soutien, complètement, ne savait pas comment subvenir à ses besoins. Quelle fille dévouée à son père pensait à des choses si difficiles. Et puis la grande maison allait bientôt être perdue. Ne restait que 2 femmes, une maîtresse et une servante. Ne savait pas comment s'en sortir. Cependant, les choses ont rapidement changé. Un beau jour, un messager apporta une bonne nouvelle. Un cousin éloigné vivant dans une région rurale isolée a envoyé une lettre, invitant toute leur famille à se réfugier dans son manoir. C'était une demeure des plus luxueuses, comparable à un véritable château, et un symbole de pouvoir et de statut dans la noblesse. Mais ce qui était encore plus important, c'était que, pour l'instant, la peste ne sévissait que dans les villes, et ne s'était pas encore propagée aux zones rurales. C'est ainsi que cet endroit est devenu une terre paisible. Cette fois, le duc n'a invité qu'un petit nombre de nobles. Alors ceux qui se dépêchent auront une place. Les autres, tant pis. Ainsi, après avoir reçu l'invitation, mademoiselle Philone a pressé Lysica de faire ses bagages et de partir, de peur qu'un retard ne laisse aucune place disponible. Philomène s'est précipitée dans sa chambre pour préparer ses affaires, sans prêter la moindre attention à son père mourant. Lysica a essayé de lui rappeler: « Mademoiselle, le maître est très malade. Nous ne pouvons pas le laisser et partir. » Mais Philomène dit que c'est la meilleure opportunité pour quitter cette terre dangereuse. Que l'épidémie n'a pas encore atteint cette campagne. Et si nous partons maintenant, nous aurons une chance de survivre. Voyant que sa servante hésitait encore, Philomène prit les devants et décida qu'il partirait demain matin. Pas besoin de parler beaucoup. Contrairement à l'indifférence de mademoiselle, Lysica est plus loyale et bienveillante. Elle a insisté pour rester et servir le maître. Peu importe combien Philone a essayé de la forcer. Si un noble sort, il n'est pas nécessaire qu'un serviteur l'accompagne. Philone part seule depuis longtemps. Juste après minuit, Philone a soudainement réveillé Lysica. Mentir qu'il venait d'arriver dans la chambre du père, et découvrir qu'il ne respirait plus. Alors les 2 maîtres et serviteurs partirent immédiatement dans la nuit, emportant tous les biens vers le manoir. En chemin, ils ne croisaient que des pauvres, malades et vêtus de haillons. Lysica, gentille, leur donna son pain, mais fut moquée par Philone, qui disait qu'ils allaient de toute façon mourir, et que c'était du gaspillage de nourriture. Pour s'assurer de ne pas avoir faim, avant d'arriver à destination, elle ordonne à Lysica de sortir la nourriture et de tout garder pour elle. Clairement, Philone n'apprécie pas que Lysica montre une telle gentillesse inconsidérée. À ce moment-là, être bon envers les autres pouvait entraîner des risques pour soi-même, mais Lysica avait aussi son propre point de vue. Personne ne veut céder. Les 2 commencent à se disputer plus violemment. Cependant, la situation s'aggrave. Philone commence à se battre. En tant que maître, il frappe Lysica sans relâche et lui vole tout le pain. Dans sa colère, elle ne cesse de jurer, disant que Lysica est une ingrate, qui ne comprend pas la relation maître-serviteur, que Lysica n'a pas le droit de décider pour qui est le pain. On dit que la douleur physique peut être supportée, mais être insultée est insupportable. Lysica commence à être furieuse. Elle pousse immédiatement la demoiselle dans l'escalier. Regardant la demoiselle Philone tomber dans l'eau, Lysica non seulement ne la sauve pas, mais elle s'enfuit joyeusement en voiture. Elle se déguise en demoiselle noble sous le nom de Philone, et apparaît à la villa, sans aucun remords. À ce moment-là, les autres nobles invités étaient tous arrivés. Tout le monde s'émerveillait devant la beauté de la fausse demoiselle. Personne ne pouvait imaginer que celle qu'ils appelaient demoiselle noble, devant eux, était en réalité une simple servante déguisée. Quant à Lysica, elle jubilait intérieurement. Elle se tenait devant le château,
joyeuse, profitant d'un sentiment de bien-être, car désormais elle avait, en sécurité, sans avoir à s'inquiéter d'être atteint par la maladie. Pour rassurer tout le monde, le majordome a dit que le vicomte était en ville, pour affaire et qu'il n'était pas encore revenu. La vérité est qu'il n'y avait aucune affaire. Un jour plus tôt, le vicomte était mort de la peste, tellement précipitamment, que son corps n'avait même pas encore été enterré. Le majordome ne peut que jeter n'importe où dans un endroit discret. 100 mètres, les domestiques ici deviendront inutiles. Une fois que la nouvelle de la mort du comte sera connue, sa famille se précipitera pour réclamer le partage des biens. Et bien sûr, ils ne viendront pas seuls. Les domestiques seront emmenés avec eux. Et cela signifie aussi que les domestiques actuels seront certainement renvoyés pour avoir un refuge en ces temps troublés. Le majordome n'a eu d'autre choix que de mentir en disant que le vicomte était absent. Cependant, il n'avait pas prévu que parmi les nouveaux nobles arrivés se trouvait la fiancée du vicomte, qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Cette dame noble était Nia. En tant que fiancée du maître de ce manoir, elle n'a cessé de chercher des nouvelles de son futur époux, Nia. À 28 ans, elle attendait enfin avec impatience de se marier. Elle ne voulait pas qu'il y ait la moindre erreur. Le soir, profitant que tout le monde dormait profondément, la servante de Nia est descendue discrètement seule à la cave. Elle a ouvert un tonneau de vin et, à sa grande surprise, à l'intérieur se trouvait une jeune fille atteinte de la peste. Cette personne était sa meilleure amie. Alors, en découvrant que son amie était infectée, elle n'a pas eu le cœur de l'abandonner, et l'a secrètement emmenée dans ce château pour la soigner. C'était juste elle. Elle ne s'attendait pas à ce que sa meilleure amie ne survive pas une nuit, et se transforme en levure de fermentation. Pour ne pas que mademoiselle Nia et les autres découvrent, la servante a discrètement roulé le tonneau de vin vers la porte. Mais le plan n'a pas eu le temps de se réaliser, qu'elle a été surprise par le majordome du château. La servante a eu peur car elle savait qu'il la dénoncerait. Mais en regardant sous le pont, elle a encore vu un autre cadavre. Dans le manoir, il y avait des portraits du vicomte partout. Donc la servante a immédiatement reconnu ce cadavre comme étant le vicomte, ce qui a directement exposé la mise en scène du majordome. À ce moment-là, les deux détenaient un secret explosif l'un sur l'autre. Après une dispute, ils sont arrivés à un accord pour garder cela absolument secret. Pendant ce temps, les gens dans la villa sont extrêmement excités, car ils ont trouvé une terre sûre, surtout Lixika. Elle n'est pas seulement arrivée dans un endroit sûr, mais elle est aussi devenue une jeune noble, ce qu'elle n'aurait jamais osé imaginer auparavant. Elle se cache dans la chambre, excitée d'essayer des vêtements de demoiselle. En effet, tous sont faits de tissus de soie de haute qualité, avec l'ajout de vêtements de haute couture et de bijoux précieux. Lizika ressemble exactement à une jeune demoiselle noble. Non seulement cela, mais cette transformation de vilain petit canard en cygne lui permet aussi d'attirer l'attention de deux hommes en même temps. L'un est un noble avec un statut élevé, l'autre est son médecin et aussi son serviteur. Ce noble a une apparence ordinaire et une santé fragile, mais il sort souvent par mauvais temps et s'évanouit fréquemment, tandis que son médecin est extrêmement beau. Un corps musclé qui fait chavirer les cœurs. Si on devait comparer, le docteur battrait le noble à plate couture. Et il est clair que Lizika préfère aussi le docteur. Mais elle est très hésitante. Le docteur est beau mais sans pouvoir ni influence. Pour une simple servante comme elle, pour vraiment changer de vie, elle doit épouser un noble de haut rang. C'est pourquoi Lizika ne peut que feindre de flatter le jeune maître, tout en échangeant des regards furtifs avec le médecin. Leurs pensées se croisent. L'amour rend Lizika aveugle à tout le reste, alors qu'un grand danger s'approche. La demoiselle est poussée par elle dans le fleuve. Le corps qu'on croyait emporté par le courant, soudainement, réapparaît, annonçant une vengeance pour reprendre son identité, intensément captivante et palpitante. La servante, juste pour un morceau de pain, a poussé la jeune noble dans la rivière. Glacée, regardant la jeune fille sombrer lentement. Non seulement la servante ne l'a pas sauvée, mais ensuite elle a usurpé l'identité de la jeune fille, et a pris sa place dans le manoir ancien, qui appartenait à la jeune fille. Il a fallu plusieurs jours pour que Philone se réveille complètement. Elle se souvenait vaguement qu'après être tombée dans la rivière, elle avait dérivé avec le courant, finalement tirée à terre par quelqu'un. Mais ces gens n'avaient pas de bonnes intentions, et ils ont volé tout ce qui avait de la valeur sur elle. Ils lui ont même pris la seule paire de chaussures qu'elle avait. Philomène a essayé de déchirer le tissu de ses vêtements pour en faire des chaussettes de fortune pour ses pieds, commençant une survie très réaliste. Cela a pris beaucoup d'efforts pour que Philomène grimpe jusqu'à un endroit élevé, le ventre affamé. Elle ne pouvait manger qu'un citron dans la forêt. Malgré la faim, cela pouvait l'aider à tenir. Le soir, Philomène se pelotonnait dans une bergerie abandonnée. Philomène fut ensuite portée par un couple courbé par l'âge. Après tant de difficultés, elle arriva enfin aux portes du manoir. Elle cria à tout le monde qu'elle était arrivée. Mais en réponse, tout le monde plaisanta avec elle. Ici, il ne manque pas de domestiques maintenant. À ce moment-là,
Lysica aperçoit aussi sa demoiselle. Moment où elle voit Philonne. La servante est tellement effrayée qu'elle en oublie de respirer. Elle ne peut pas croire que sa demoiselle est encore en vie. N'ayant pas le temps de s'enfuir, Lysica est découverte par Philonne. Philonne commence à crier et se précipite vers elle, en voyant Lysica porter sa robe en soie et le peigne en pierre précieuse de sa mère sur la tête. Ses yeux brillent de colère. Elle jure qu'elle ne peut pas laisser Lysica s'en tirer à si bon compte. Mais il y a un problème. Toutes les personnes présentes ne croient pas qu'elle soit la vraie Philonne, et l'empêchent de toucher ne serait-ce qu'un cheveu de la fausse Philonne. Ils l'appellent démon sale et la chasse. Même si elle crie jusqu'à en perdre la voix, qu'elle est vraiment la noble Philonne. Et que celle qu'il protège n'est qu'une servante, un vulgaire parasite. Maintenant Philonne, on dirait un mendiant au bord de la route. Tout son corps dégage une odeur nauséabonde. Personne ne croit qu'elle est une jeune fille noble. Cette villa est réservée aux princes et aux nobles invités. Les pauvres comme elle n'ont pas le droit de rester ici. Ils l'ont finalement jetée hors du portail. Lisa ne pouvait que cligner des yeux en regardant Philonne. Se faire jeter sans rien pouvoir faire. Elle ne pouvait pas avouer la vérité. Car si c'était le cas, ce serait elle qui deviendrait une mendiante sans abri. Mais si elle laissait Philonne partir dans un état aussi misérable, Lisa Canada ne pourrait pas s'y résoudre non plus. Finalement, Lysica apporta un peu de pain à Philonne et proposa une solution qui pourrait leur permettre à toutes deux de survivre. C'était que Philonne devienne sa servante. En d'autres termes, elle devait transformer le faux en vrai, mais le vrai et le faux pour toujours. Car de toute façon, Lysica manque d'un serviteur. Philonne, en entendant cela, ne pouvait que s'énerver. Mais en y réfléchissant bien, c'était la seule solution viable. Sinon, elle n'aurait d'autre choix que d'accepter de devenir mendiante. Philonne finit par accepter le compromis. Elle aurait ainsi l'occasion de dévoiler l'identité de Lysica, un jour ou l'autre. En temps de chaos, cette villa pourrait-elle devenir un refuge sûr pour des vies sans distinction de statut? La réponse est non, car les ennuis ont immédiatement surgi. Quand 3 bandits des montagnes ont fait irruption dans la villa, la pièce était bondée de monde, mais uniquement de nobles qui n'avaient jamais touché à l'eau, encore moins pris une épée pour se battre. Dans cette situation critique, heureusement Lysica était là. Elle n'a utilisé qu'une tête de pan en métal, a facilement vaincu le chef. En guerre, frapper le général en premier ne manque jamais. Les 2 autres, voyant la situation désespérée, ont pris leurs jambes à leur cou. Quant à Lysica, elle est devenue l'héroïne qui a sauvé tout le monde. Avec son exploit remarquable, Lisa est devenue le centre de toutes les attentions. Ce qui a poussé Nia, qui se considère toujours comme la maîtresse des lieux, la véritable nature du manoir, se sentait très mal à l'aise. Elle a ordonné au majordome de préparer la voiture en pleine nuit. Elle devait absolument aller à la ville voisine pour trouver son fiancé. Le majordome, en entendant cela, craignait que le secret ne soit bientôt révélé. Heureusement, la servante de Nia est intervenue pour détourner l'attention, prétextant que la nuit était dangereuse à cause des voleurs, et a réussi temporairement à la retenir, car la plupart des domestiques du manoir étaient déjà partis. Actuellement, à part le majordome, il ne reste que le vieux portier et la cuisinière. Donc en période de forte activité, la servante personnelle de l'aristocrate, Philonne, doit aussi prêter main forte. La première tâche de Philonne, en arrivant à la villa, était de creuser un trou. Mais de toute façon, les domestiques ne peuvent pas désobéir à leur maître. Philonne a commencé à creuser, et après toute une matinée, elle a fini par creuser un trou. On peut enterrer quelqu'un. Philonne embrasse la relique de sa mère qu'elle a récupérée des mains de Lysica, désespérée, allongée dans un trou de terre. Elle veut vraiment mettre fin à cette vie humiliante. Mais au fond, elle ne peut pas se résigner. De retour au manoir, Philonne ne peut que plonger ses mains pleines de callosité dans de l'eau glacée pour soulager la douleur. Comparée à sa misère, Lysica vivait à nouveau dans le bonheur absolu. Le jeune homme, bien qu'il n'ait jamais été amoureux, apprenait des expériences du médecin. Chaque jour, il se creusait la tête pour plaire à la belle Lysica, bien qu'elle paraisse heureuse en apparence, résistait fortement dans son cœur. Tout son cœur était tourné vers le médecin, et le médecin était également dévoué à elle. Seul le jeune homme naïf ne remarquait rien de l'ambiguïté entre les deux. Ils deviennent souvent la 3e roue pour les deux, allumant la flamme de l'amour. Le docteur, bien qu'il ne soit pas de noble lignée, mais il est robuste et grand, tout le monde l'adore. La vérité est que non seulement Lysica est amoureuse de lui, mais aussi le couple. D'autres nobles sont également fous de lui, parfois en cachette. Ils observent chacun de ses gestes. Le comte et la comtesse, bien qu'ils soient mariés depuis longtemps, mais ils restent toujours mariés en apparence, parce que le comte n'est pas intéressé par les femmes, tandis que la comtesse est une femme très traditionnelle. Même si son mari est impuissant, elle ne peut pas le trahir. Bien sûr, jusqu'à ce qu'elle rencontre le docteur. Devant le corps sculptural de cet homme, la volonté de la comtesse a complètement cédé, prête à sombrer dans la débauche immédiatement. Pour effacer le sentiment de culpabilité dans son cœur, elle porte un cochon de lait rôti depuis la cuisine, prête à entrer dans la forêt pour se repentir pendant 3 jours et 3 nuits. Cependant,
avant même de pouvoir s'éloigner. Elle tombe directement dans un puits. Quand la marquise la trouve, elle refuse catégoriquement de sortir, disant que sauf si quelqu'un tombe du ciel pour la tirer vers le haut. Seule cette action serait considérée comme un pardon céleste. Le comte Atto découvert les sentiments cachés de sa femme pour le médecin et est allé secrètement le trouver pour demander son aide. Le médecin était également très dévoué, tendant la main pour que la dame puisse la saisir. Oh, regardez ce bras robuste et habile. Comment pourrait-on y résister ? Au moment où le médecin apparaît, le visage de la dame s'illumine immédiatement. C'est alors qu'elle accepte volontiers d'être tirée vers le haut. Depuis que l'héroïque sauvetage de la demoiselle en détresse, les sentiments profonds de la dame, pour lui, sont devenus encore plus intenses. D'autre part, le majordome et la servante n'ont pas pu résister aux supplications de Nia. Ils ont finalement dû monter dans la calèche pour chercher le fiancé. Mais à mi-chemin, la calèche s'est arrêtée brusquement. Cependant, Nia n'a pas voulu abandonner. Il n'y avait pas d'autre moyen. Le manager n'a pu que dire la vérité, que le duc était décédé. Cette nouvelle a bien sûr été insupportable pour Nia. Elle s'est effondrée immédiatement. Sa robe de mariée, tout pour son mariage était déjà prêt. Elle n'avait besoin que d'un mari. Après tout, elle avait déjà 28 ans. Son père était très heureux de marier sa fille. Pourquoi tout le monde peut se marier, mais quand c'est son tour, elle doit surmonter tant d'obstacles comme ça. Dès qu'elle est entrée dans le manoir, Nia s'est considérée comme la maîtresse des lieux. Mais maintenant que le duc est décédé, elle a non seulement perdu son statut et sa position, mais même retourner chez ses parents rendrait un remariage difficile. Plutôt que cela, autant prendre le contrôle du manoir en main. Donc, les trois ont élaboré ensemble un plan formidable. La folie des nobles et des serviteurs avait vraiment commencé. Après avoir transporté, Nia a annoncé à tout le monde qu'elle et le duc étaient mariés, et que ce n'était plus seulement un mariage arrangé. Puis elle a effrontément demandé aux serviteurs de préparer une fête. Un événement aussi joyeux devait être célébré. Nia est clairement une demoiselle noble avec une aura exceptionnelle, mais elle est devenue la risée de la haute société, car à 28 ans, elle n'était toujours pas mariée, jusqu'à ce qu'elle approche de ses 29 ans, qu'elle ait enfin une chance de se marier. Mais son fiancé est décédé subitement avant le mariage. Avant même d'être mariée, elle est devenue veuve pour obtenir la demeure solide de son fiancé le vicomte, ainsi qu'un héritage considérable. Elle et le majordome ont inventé un mensonge incroyable. Nia, la servante et le majordome sont sortis toute la journée. À leur retour, elle a annoncé au prince et aux nobles dans le manoir qu'elle avait célébré un mariage somptueux avec le vicomte de la ville voisine. Comme le vicomte avait une urgence, il ne pourrait revenir que dans un mois. Pendant ce temps-là, tout dans le manoir sera entièrement géré par elle. Selon la tradition, il y a généralement une fête avant le mariage. Mais Nia a décidé d'organiser une célébration post-nuptiale, sans le marier. Pendant que Lysica choisissait sa robe de mariée, Philonne s'est moquée d'elle en la traitant de faisane. Incapable de devenir un phénix, même vêtue de soie et de brocart, ne reflète pas non plus la noblesse d'un aristocrate. Authentique, Lysica n'est pas en reste. Rappelle à Philonne d'être moins paresseuse. Si elle continue de refuser de travailler avec les autres serviteurs, ils seront facilement soupçonnés. Philomène rétorque immédiatement qu'elle le fera à l'extérieur, quand il y a beaucoup de monde. Mais quand elles sont seules dans la chambre, pas question que Lysica puisse la commander. Lysica ne dit rien de plus et se concentre sur le chignon. Philonne a beau être acerbe en parole, elle finit par céder et refait le chignon de sa servante. Cependant, avant même de commencer, elle remarque une marque rouge sur le cou de Lysica. C'est clairement une marque de baiser. Philonne, pensant d'abord que c'était l'œuvre d'un jeune noble, découvre finalement que c'est le médecin de celui-ci qui en est responsable. Une jeune aristocrate impliquée dans une affaire scandaleuse, avec un médecin de bas rang. Une fois découverts, ils seront tous les deux expulsés. Mais Lysica n'écoutait absolument pas les conseils. Elle aimait beaucoup flirter ouvertement avec le jeune homme tout en voyant le médecin en secret. Peu de temps après le petit déjeuner, la fête de mariage a officiellement commencé. Le jeune homme a offert à Lysica un collier orné de pierres précieuses de grande valeur, ce qui a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Personne ne faisait attention au regard passionné de la dame envers le docteur. Après la fin de la fête, la dame s'est cachée dans l'écurie en attendant son moment. Quand elle a vu le docteur passer, elle l'a attiré à l'intérieur, face à face, devant le visage et le corps angélique de la dame. Le cœur du docteur n'a pas pu s'empêcher de s'émouvoir, mais il restait entièrement dévoué à Lysica. Ce n'était pas à cause de sa beauté renversante, mais le fait d'être une jeune noble célibataire augmente encore son attrait. Après une lutte intérieure, la raison du médecin finit par l'emporter sur ses désirs. Il cueille quelques-unes des plus belles fleurs du jardin et les offre à Lysica, utilisant tous les mots pour exprimer ses sentiments. À ce moment-là, le jeune homme apparaît soudainement, faisant sursauter Lysica. Craignant d'être découverte, elle jette le bouquet de fleurs dans le lac. Cette action a également brisé le cœur du médecin. Devant eux deux, il n'était qu'un intrus.
parfois même un outil de divertissement. Mais il avait aussi des ambitions. Il voulait aussi changer de vie. C'est pourquoi il a pris une décision audacieuse. Le médecin a empoisonné le médicament que le jeune maître prenait tous les jours. Après l'avoir bu, le jeune maître s'est effectivement affaibli. Ses yeux sont devenus gonflés. La cuisinière entendit les gémissements du jeune maître. Elle entra, étant un peu versée dans l'art médical. D'un coup d'œil, elle comprit que le jeune maître avait été empoisonné. De plus, le poison restait encore dans le verre. Elle reconnut immédiatement le type de poison. La cuisinière prépara rapidement un antidote pour le jeune maître. Heureusement, elle le sauva de justesse. Au début, le jeune maître ne croyait pas que le médecin l'avait empoisonné. Cependant, quand il tituba pour aller le confronter, il entend à nouveau des gémissements dans le couloir, semblant provenir de la chambre de Lysica. Il s'approche furtivement pour jeter un œil par la porte entr'ouverte. Il voit une scène qui semble arrêter son cœur. Son bon ami en qui il avait confiance, et la fille qu'il aimait, le trahissaient en même temps, lui plantant un couteau dans le dos. C'était si douloureux. Mais le jeune maître n'a pas fait irruption pour les surprendre. Mais pendant le dîner, il a révélé l'acte d'empoisonnement du docteur. Par considération pour leur passé commun, il n'a pas chassé le docteur, mais l'a forcé à devenir le serviteur le plus humble, du genre à ne pas pouvoir manger à la même table que son maître. Bien que Lisa Canada ait commis une faute, le jeune maître a fini par la demander en mariage, acceptant de prendre la responsabilité à la place de son bon frère. Lisa Canada n'avait aucune raison de refuser. En voyant la scène romantique de la demande en mariage des autres, le cœur meurtri de Nia était une fois de plus blessé. En remarquant la solitude dans ses yeux, le soir, le majordome a frappé à sa porte, et lui a raconté la vie du vicomte. Il a même imité les paroles que le vicomte pourrait dire, et a voulu aller encore plus loin. Le vicomte affirmerait sûrement qu'il aime Nia, qu'il regarderait Nia avec passion et qu'il l'embrasserait intensément. Mais Nia a déjà 28 saisons de patates, et ne sait toujours pas ce que c'est qu'un baiser passionné. Donc le majordome a dû lui montrer personnellement pour qu'elle comprenne. La leçon est allée trop loin, et il a finalement rendu Nia incapable de résister. Les deux ont aussi brisé la fine couche qui les séparait depuis longtemps. Après cette nuit, Nia a montré de l'intérêt pour le jeu de déguisement. Tant que les deux étaient seuls dans la chambre, le majordome portera les vêtements du vicomte et imitera son comportement. Mais un jour, le majordome a couru dans le grand hall vêtu des habits du vicomte. Cette action a provoqué la colère de Nia. Si leur relation venait à être dévoilée, le mensonge qu'ils ont construit serait également révélé. À ce moment-là, la nouvelle de la mort du vicomte se répandrait. La position de maîtresse de maison de Nia serait certainement compromise. Nia n'a pas seulement humilié le majordome devant tout le monde. Le soir, il l'a chassé de la chambre, lui disant de ne plus jamais revenir. Le majordome, honteux et en colère, n'a pas pu se retenir, et s'est plaint au comte. Mais dans sa colère, il a révélé que le vicomte était décédé. Le comte avait d'abord promis de garder le secret, assurant au majordome qu'il pouvait lui faire confiance. Mais ensuite, ils ont élaboré un plan ensemble, pour ne pas être piétinés par Nia. Le majordome et le comte ont discuté. Il faut trouver quelqu'un de plus puissant qu'elle pour gérer la villa. C'est pourquoi le comte s'est impliqué dans cette affaire. Il faut mentionner une lettre familiale qu'il a reçue il y a quelques jours. En fait, son père lui a envoyé une lettre à son fils, disant que tous les biens et les propriétés de la famille avaient été saisis par la banque, mis sous scellé. Ils étaient ruinés au point de ne pas être différents des mendiants dans la rue. En d'autres termes, cette villa est devenue un refuge final pour le couple. Il faut donc trouver tous les moyens pour y rester. En parlant du gestionnaire de la villa, le majordome avait un candidat approprié en tête. Cependant, son plan n'avait pas encore commencé. Nia avait déjà pris les devants en répandant la nouvelle qu'elle portait l'enfant du vicomte. Cette nouvelle choquante venait à peine de sortir. Les visages des personnes présentes montraient clairement leur étonnement. Le majordome, en revanche, affichait une joie évidente, que personne d'autre ne pouvait comprendre. Cependant, cette joie fut rapidement remplacée par un cauchemar. Le manoir solide allait bientôt devoir faire face à une épreuve fatale, de vie ou de mort. Le destin de chacun allait alors basculer. La jeune aristocrate plongeait ses mains enflées dans de l'eau glacée, juste parce qu'elle a été usurpée par une servante et forcée de devenir domestique, tandis que la servante prenait la place d'une noble demoiselle. Son statut noble a été malicieusement volé par autrui. Elle devait accomplir de nombreuses tâches chaque jour, des travaux physiques lourds et salissants, mais elle savait que se plaindre ne servirait à rien. Alors elle a enduré en silence, observant patiemment, et a finalement attendu une opportunité. La nouvelle que la maîtresse de la villa était soudainement enceinte a bouleversé tout le monde, et Philone a également compris cela. Nia a déclaré qu'elle était enceinte de l'enfant du vicomte, ce qui renforcerait certainement sa position de maîtresse, encore plus solidement. Il suffit de la flatter pour qu'elle prenne la défense de la justice. Je suis convaincue que vous retrouverez bientôt votre véritable identité. Ainsi,
Philon a pris l'initiative de se lier d'amitié avec la servante de Nia, et est progressivement devenue son amie proche. Grâce à l'introduction de la servante, Nia a finalement accepté de parler en privé avec Philon. Philon a commencé à raconter toute la vérité à Nia. Philomène dit qu'elle avait toujours collaboré avec Lysica, juste pour ne pas être expulsée. Elle s'est agenouillée devant Nia pour la supplier, espérant qu'elle puisse démasquer Lysica. Elle voulait retrouver son statut de jeune noble, mais son attitude humble n'a pas changé, ce qui a suscité la pitié de Nia. Elle a prétexté qu'elle portait un enfant dans son ventre. Ce n'est pas facile. Elle a habilement refusé la demande de Philomène. Elles sont amies, mais elle ne peut rien faire pour elle. La servante de Nia se sent très coupable. Elle a discrètement mis du vinaigre dans la boisson de Lysica, utilisant ce moyen pour se venger de Philomène. Mais ces histoires sont vraiment insignifiantes, alors qu'un grand bouleversement est sur le point d'arriver. Avant cela, le majordome n'était pas au courant. Nia est enceinte de son enfant. Il ne supporte pas que sa fierté soit piétinée. Il a invoqué son titre pour inviter son cousin, dans l'espoir qu'une fois arrivé, il puisse remplacer Nia à la tête. Mais il ne s'attendait pas à ce que Nia annonce sa grossesse à ce moment-là. Les autres peuvent ne pas savoir, mais lui le sait très bien. Cet enfant est certainement le sien. Cela signifie que si Nia garde le fauteuil de maîtresse de la villa, il appartiendra plus tard à l'enfant qu'elle porte, qui est aussi le fils de cet homme. Elle est venue voir Nia, mais elle a tout nié en bloc, en disant que l'enfant noble qu'elle porte est un simple majordome, comme lui n'ont aucun lien. Finalement, Nia l'a chassé. Mais ce qui cause le plus de soucis au majordome, c'est l'apparition du cousin du vicomte. Il est arrivé avec une bande de sauvages en haillons. Toute la bande a fait irruption dans le manoir comme des voleurs. Le majordome a maintenu la même explication à l'extérieur, disant que le vicomte était parti en voyage d'affaires, et que les invitations avaient été envoyées avant son départ. Donc actuellement, il n'y a aucun problème avec le manoir. Dès qu'ils sont entrés dans le manoir, le cousin a considéré cet endroit comme sa propre maison. Il a ordonné aux serviteurs de préparer du bon vin et de la bonne nourriture pour la fête, sans prêter attention à la présence des dames. Il a prononcé des grossièretés avec les barbares, même en dépit des objections du jeune maître. Il a même permis aux médecins qui se tenaient à distance de s'approcher, pour boire et manger avec lui. La fête a duré jusqu'à tard dans la nuit sans se terminer. C'était insupportable. Nia essaie de se contenir, et conseille à tout le monde de retourner se reposer. Mais personne ne l'écoute. Après une danse frénétique, le cousin conduit tout le monde à la base secrète du duc, un endroit rempli de tableaux et de sculptures obscènes, avec un passage secret menant à l'extérieur. Presque toutes les femmes ne supportent pas la décoration de la pièce, à l'exception de la dame, qui est extrêmement excitée. Les désirs réprimés dans le cœur sont complètement libérés en les regardant. Mais peu de temps après, les choses ont commencé à dérailler. Les barbares excités exagéraient en dansant avec leurs épées. L'un d'eux a accidentellement poignardé, à travers son propre homme, jusqu'à ce qu'il voie le cousin du vicomte rire aux éclats devant le cadavre. Tout le monde a réalisé à quel point ces gens étaient effrayants. Nia tenta de rassembler toute l'autorité d'une maîtresse de maison, et leur crie d'une voix tremblante de quitter immédiatement la villa. Cependant, inviter est facile, mais faire partir est difficile. Le groupe du cousin, non seulement ne montre aucun signe de vouloir partir, mais envisage même de commettre des actes ignobles envers les femmes présentes. Voyant Philon être emporté par ces hommes, sur le point de subir un traitement cruel, en situation critique, la servante de Nia a révélé l'identité noble de Philon, car elle est la cousine du vicomte, ce qui signifie qu'elle est également apparentée à son cousin. Ce n'est que lorsque Lysica a pris la parole que la situation a complètement changé. Lysica ne pouvait finalement pas rester les bras croisés en regardant Philon, sur le point d'être humiliée, révèle toute la vérité. Elle admet qu'elle est la servante de Philon. Auparavant, ils avaient voyagé ensemble, mais un incident imprévu est survenu. Lysica pensait que Philon s'était déconnecté. Alors elle a usurpé son identité pour venir dans cette villa, car elle avait aussi besoin d'un refuge. Après avoir quitté la ville infestée de peste, Lysica terminait le discours par une déclaration éloquente. Qu'en tant que jeune fille noble, Philon ne mérite pas de subir une telle humiliation. Le cousin ne pouvait pas distinguer si elle disait la vérité ou mentait. Selon le principe de ne pas attaquer la famille, il les a tous les deux chassés du manoir, leur laissant une chance de survie. À ce moment, il a finalement compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Dans la pièce, il n'y avait que des étrangers avec leurs propres intrigues. Mais le maître des lieux restait introuvable. Bien que Nia ait insisté à plusieurs reprises sur le fait que le vicomte était parti en voyage d'affaires, cela n'avait absolument pas convaincu son cousin. Pour prouver sa loyauté, le majordome a apporté la tête du vicomte pour démontrer que Nia mentait.
Mais cet acte a mis en colère son cousin. Un serviteur, méprisable, a osé manquer de respect au corps de son maître. En conséquence, non seulement le majordome a été renvoyé, mais aussi d'autres princes et nobles n'ont pas eu la chance d'échapper au sort. Il a ordonné que seul le médecin et Nia puissent rester s'ils le souhaitent. Tous les autres devaient être chassés. S'ils refusaient de partir, il fallait les traiter sans pitié. Le majordome a invité le loup dans la maison, joué avec un couteau. Un jour il se coupera. Non seulement il n'a rien gagné, mais il s'est retrouvé sans maison où rentrer. Après que tout le monde soit sorti par la porte, un groupe de prostituées vêtues de manière provocante a été appelé ici. En voyant cette scène, la dame a soudainement changé d'avis. Malgré les regards étranges de tout le monde, elle est retournée à la villa du comte. Pour la sauver, elle a risqué de grimper le mur de 10 mètres de haut. Mais elle ne s'attendait pas à traverser la fenêtre. Il voit encore sa femme en train d'apprendre à épeler, avec le cousin du vicomte. Son âme semble être aspirée. Il ne peut que sauter silencieusement par la fenêtre. Mais il n'a plus le courage de parler de cela à qui que ce soit. Au même moment, Philon et Lysica, les premiers à être chassés, se sont perdus dans la forêt sombre, affamés et gelés. Ils doivent dormir dans une grotte la nuit. Le jour, ils continuaient leur route, cherchant un endroit habité pour demander à manger. Au début, ils se détestaient encore, mais à la fin, ils se remémoraient peu à peu les souvenirs heureux de leur enfance, comme si aucun ressentiment n'avait jamais existé. Ils se sont pris dans les bras pour effacer la haine, prêts à se soutenir mutuellement dans ces temps troublés. Mais peu de temps après, ils ont été capturés par une troupe de mercenaires. Les gens ici détestent tous les nobles. Sans un mot, ils ont décidé d'exécuter les deux, alors que leur vie touchait à sa fin. Philon a révélé un grand secret qu'elle gardait depuis longtemps. Il s'avère qu'elle et Lysica ne sont pas seulement maîtresses et servantes, elles sont aussi sœurs de sang. Cette nouvelle a frappé Lysica comme un coup de tonnerre. Aussi improbable que cela puisse paraître, elle n'aurait jamais imaginé qu'elle-même était aussi une noble. Encore des sœurs de sang avec la demoiselle que j'ai maltraitée tout ce temps. Même si je ne sais pas encore comment cela a commencé. Mais en regardant dans les yeux de Philon et la situation actuelle des deux personnes, elle a confiance que Philon n'a aucune raison de lui mentir. Mais une telle révélation choquante, d'où pourrait-elle bien venir? Une noble demoiselle révèle un secret choquant. Avant de se déconnecter, la servante, qui s'est occupée d'elle depuis son enfance, est en réalité sa sœur biologique. Philon a dit que Lysica pourrait ne pas savoir que sa mère est une Ia. Mais elle et le père de Philon étaient très proches. Plus précisément, ils étaient amoureux et ont eu une fille. Cette fille, c'est Lysica. En d'autres termes, elles sont sœurs de sang. Lysica, depuis qu'elle est consciente, elle a toujours été servante dans la maison. Philon n'a jamais rencontré sa mère biologique. Jusqu'à aujourd'hui, elle vient d'apprendre pourquoi le maître de maison la traite comme sa propre fille. Mais avant même de pouvoir assimiler cette nouvelle choquante, le bourreau avait déjà levé son épée, prêt à exécuter les deux personnes. À ce moment-là, Lysica éternua, ce qui fit que le bourreau perdit la vie immédiatement après. Actuellement, la peste fait rage dans toute la ville. Pour éviter d'être infectés, même nos propres gens ne sont pas épargnés. Pendant le chaos, Lysica et Philon ont discrètement pris le poignard sur le bourreau. En quelques coups, ils ont coupé la corde à leurs mains. Cependant, en s'échappant, Lysica a malheureusement été touchée à la jambe par une flèche. Les deux ont sauté sur un cheval et ont finalement échappé au danger. Mais les mercenaires continuaient de les poursuivre de près. D'autre part, les nobles chassés du manoir ne sont pas encore partis et se cachent dans l'écurie. À l'aube, tout le monde retourne furtivement au manoir, mais découvre que l'endroit est rempli de cadavres. Il s'avère que les filles du bordel venues ici la nuit dernière ont toutes été infectées par la peste après une nuit de débauche. Elles sont toutes mortes. Même le médecin n'a pas échappé à la tragédie. Tout le monde fourre autant d'oignons que possible dans leurs poches pour empêcher l'intrusion du virus. La dame est visiblement effrayée par la scène devant elle et finit par reprendre ses esprits. Elle conduit tout le monde dans sa chambre. À ce moment-là, le cousin du vicomte dort encore profondément. Les hommes unissent leurs forces pour lui attacher fermement les mains. Il doit déployer beaucoup d'efforts. Ils ont finalement réussi à le maîtriser. Mais quoi qu'il en soit, il reste un homme de trop, le seul héritier de la fortune du vicomte. Même en temps de chaos, on ne peut pas agir librement contre un noble. Pour renforcer sa propre position, Nia a décidé de jouer sa dernière carte. Elle a revêtu une robe de mariée rouge vif et porté ses bijoux les plus précieux. Apparaît comme un pan fier, prêt à conclure une affaire avec son cousin. Mais à peine arrivé à la porte, il voit le comte et la comtesse. Il s'avère qu'ils sont aussi venus chercher une issue. Le couple finit par être expulsé par Nia. Elle avance timidement vers son cousin,
propose une coopération, à condition qu'il accepte de l'épouser. Elle lui rendra sa liberté. Le désir de Nia de se marier. Jamais elle n'avait ressenti une telle intensité. Peu importe qu'il soit une Nia, tant qu'il est un homme et accepte de l'épouser, ça suffit. Mais Nia ne s'attendait pas. Non seulement son cousin a refusé sa proposition, mais il s'est aussi moqué d'elle en disant qu'elle était vieille, qu'elle ne valait même pas les filles du village, et qu'il préférait pourrir malade dans sa chambre, plutôt que de l'épouser. Humiliée de cette manière, Nia ressemblait à un corps sans âme. Je ne sais pas comment elle a quitté cette pièce. Après son départ, le comte et la dame ont finalement pu entrer comme ils le souhaitaient, en espérant que le cousin puisse envisager de les engager comme intendants. En reconnaissance pour la dame qui lui avait appris à épeler, le cousin a accepté leur proposition, et il a également réalisé. Ce couple, bien qu'il ne soit pas marié, partageait un amour particulier, bien au-delà des couples ordinaires. Le comte et la comtesse étaient émus aux larmes. Heureusement, ils avaient une échappatoire, mais leur joie fut de courte durée. À ce moment-là, 2 furoncles purulents apparurent sur le cou de la comtesse. Manifestement, elle avait contracté la peste. Quant à Nia, après être retournée dans sa chambre, elle s'effondra sur son lit en pleurant à chaudes larmes. Depuis son enfance, elle n'avait jamais subi une humiliation pareille, et commença à se lamenter auprès de sa servante. Au final, qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes de ce monde? Comment peuvent-ils ignorer une femme comme elle? Personne au monde ne l'aime sincèrement. Cette phrase a touché le fond du cœur de la servante. La servante s'est empressée de réfuter que ce n'était pas vrai, car elle aimait toujours Nia comme sa propre famille. Nia serra fermement la main de la servante, comme si elle s'accrochait à une bouée de sauvetage. Mais les mots qui sortaient de sa bouche étaient incohérents et désespérés. À l'extérieur, elle dit considérer la servante comme sa meilleure amie. Mais en réalité, elle profite de sa gratitude, lui demandant de faire des choses très dangereuses. Le soir, comme d'habitude, la servante apporte le repas au cousin, mais il avait déjà réussi à se détacher, craignant qu'il y ait d'autres personnes dehors. Il n'a pas agi précipitamment et a continué à faire semblant d'être attaché. Il ne pouvait tout simplement pas imaginer que la servante n'avait absolument aucune force de combat, et pourtant elle a osé m'attaquer en traître, alors qu'il ne se méfiait pas du tout. Elle a porté un coup fatal. La dernière chose qu'il a dite était qu'il n'était pas le seul héritier. Ce qui signifie qu'il y a encore un autre héritier. Combien de membres la famille du vicomte compte-t-elle vraiment? Combien sont-ils réellement? La servante a ensuite été effrayée par son propre acte, au point de paniquer, ne comprenant pas immédiatement le sens de cette phrase. Le majordome a vu le corps du cousin du vicomte, et a immédiatement ressenti un frisson, sachant que la prochaine personne que Nia voulait affronter serait certainement lui. En chemin, il a rencontré par hasard un compatriote, sachant qu'il n'avait nulle part où aller. Un compatriote bienveillant l'a ramené à sa petite maison en bois. Petite maison en bois. La maison était remplie de gens honnêtes sans abri. Ils ont apporté les meilleurs plats pour l'accueillir. Mais le majordome a regardé de près. C'était une grenouille grillée et carbonisée. Depuis le début de la peste, il était toujours resté dans le manoir, où il y avait assez de nourriture pour nourrir des centaines de personnes pendant plusieurs années. Assez pour survivre à l'hiver rigoureux de l'épidémie, sans se douter que les pauvres dehors étaient réduits à manger des grenouilles pour survivre. Après réflexion, il décida de revenir avec ses hommes, et ensemble, ils élaborèrent un grand plan de renversement. Tout cela juste pour survivre. Au même moment, Lysica et Philone revenaient enfin à la villa. Ils pensent que l'intérieur est toujours occupé par le cousin du défunt. Alors ils hésitent encore à entrer. Ils n'osent pas franchir le pas. S'ils sont revenus, c'est grâce à la détermination de Philone. Ils n'ont pas un sou en poche. Pendant ce temps, la blessure à la jambe de Lysica nécessite des soins urgents. C'est pour cela qu'ils ont pris le risque de revenir ici. Cependant, Lysica montre un certain mépris. L'intérêt soudain de la grande sœur, qui tombe du ciel comme ça. Il s'avère que Lysica se demande toujours pourquoi Philone a découvert la vérité. Qu'elles sont sœurs. Et elle est aussi en colère. Si elle savait qu'elles avaient un lien de sang, alors pourquoi, depuis leur enfance, Philone a toujours traité Lysica comme une servante? Lysica vient d'arriver à la villa et tombe sur le groupe du majordome. La première chose qu'ils veulent faire en entrant, c'est capturer Nia, pour qu'elle n'ait plus l'occasion de nous transporter. Mais quelqu'un qui aime donner des ordres comme Nia, voit que la situation est mauvaise, et s'enfuit discrètement, sans que personne ne découvre sa cachette. Presque au même moment, la dame n'a finalement pas survécu à cette épidémie, mettant fin à sa vie courte et tumultueuse. Dans la douleur, Lysica a été touchée par une flèche à la jambe, une grande chance de survie. Bien que le médecin ne soit plus là, il reste une cuisinière qui connaît un peu la médecine. Comme il n'y a pas d'anesthésie, elle ne peut opérer qu'en se fiant à son ressenti. Chaque fois qu'elle applique ses soins, Lysica souffre atrocement pour atténuer sa douleur.
La cuisinière a dû utiliser des histoires pour détourner l'attention. Et la partie la plus surprenante était qu'elle et le vicomte avaient un enfant de 8 ans. C'était vraiment choquant. Une servante, de basse condition, avait secrètement donné naissance à l'enfant de son maître. Et à l'heure actuelle, cela n'a plus d'importance. Ce qui est le plus urgent maintenant, c'est de savoir où se trouve cet unique héritier. Condition sociale inférieure. Une servante donne secrètement naissance à l'enfant de son maître noble, et le cache dans une forêt profonde pendant 8 ans, pensant que le maître avait disparu. L'enfant devient le seul héritier, mais un groupe de princes et de nobles arrive ici, et change complètement le cours des événements. En aidant Lysica à soigner sa blessure à la jambe, la cuisinière a révélé toutes les amertumes qu'elle a endurées au fil des années. Elle a parlé de renoncer, non pas parce qu'elle ignorait l'existence de l'enfant, mais parce qu'une moitié de son sang n'était pas assez noble, et donc elle n'a pas révélé son identité. Sur ce point, Lysica ressent une profonde empathie, car elle est aussi la fille d'une servante. Mais elle a toujours dû travailler comme une bête de somme dans cette maison, simplement parce qu'elle avait un sang à moitié noble. Au moment où elle a découvert la vérité, son cœur était rempli de rancune. La relation fraternelle difficilement construite avec Philone s'est aussi envolée en fumée. Philomène a essayé d'expliquer que si elle se taisait, c'était parce que son père l'avait forcée à le faire. Comment pourrait-il admettre avoir eu une liaison avec une servante et avoir eu un enfant avec elle ? Cependant, étant toujours de la famille, il a permis à Lysica de devenir la servante de Philomène. Les paroles de Philone firent sourire Lysica avec amertume. Elle ne savait pas comment le considérer comme un membre de la famille. Philone expliqua alors qu'il avait déjà sauvé la vie de Lysica. Mais Lysica ne s'en souvenait absolument pas. Selon le raisonnement de Philone, le fait qu'elle ait menti à son père en disant qu'il était décédé, qu'elle ait entraîné Lysica jusqu'à cette villa, avait sauvé sa petite sœur de la mort causée par la peste. Lysica était si stupéfaite qu'elle ne trouva pas de mots. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle mente en disant que père ne respirait plus. Mais en réalité, elle l'a laissé seule à la maison, juste au moment où les deux sœurs se disputaient. Nia, cachée dans une caisse en bois, a finalement été découverte. Mais quand ils l'ont trouvée, elle avait ses règles, ce qui prouve qu'elle n'était pas enceinte. Elle s'est agenouillée pour implorer le majordome, espérant qu'il se souvienne des liens du passé et ne la chasse pas. Mais le majordome avait été humilié par elle à plusieurs reprises. Bien sûr, il ne renoncera pas facilement à l'occasion de se venger. Il a chassé Nia de la villa et lui a dit de partir le plus loin possible. Mais Nia a insisté qu'un simple majordome n'avait pas le droit de faire ça. Mais le majordome lui a fermement répondu qu'il était désormais celui qu'elle attendait toujours. Le vicomte, ainsi Nia a été impitoyablement chassée, sans refuge. Elle ne pouvait se cacher que dans le jardin, même si elle avait encore des bijoux cachés. Mais si elle les portait dans la rue, elle deviendrait sûrement une cible de vol. Pour ne pas profiter aux gens de la villa et aux mendiants dehors, elle a décidé d'avaler tous les bijoux. Mais elle venait juste d'avaler un collier et 2 perles. Quand elle a été attrapée, Lysica a découvert et a immédiatement volé tout le sac de bijoux, voulant quitter cet endroit plein de tromperies. Mais à peine boitillante jusqu'à la porte, elle a découvert une équipe de mercenaires approchant la villa qu'elle avait prévu de fuir discrètement par un passage secret, sans se douter que la sortie était également gardée par des mercenaires. Elle a dû se retirer à contre-cœur dans la villa. À ce moment-là, tout le monde savait que le danger était imminent, mais ils étaient convaincus que cette maison était très solide et ne serait pas facilement prise d'assaut. Continuent à faire la fête avec frénésie, apprennent que le fils de la cuisinière est le seul héritier du vicomte et la nomment nouvelle maîtresse des lieux. Mais le grand portail de la cour est rapidement brisé. Nia, pour sauver sa vie, s'allie aux mercenaires et prétend posséder une immense fortune. Dans la maison, le chef des mercenaires accepte de prendre l'argent et de partir. Ainsi, Lysica est obligée de remettre les bijoux. C'était difficile à obtenir, mais quand on a vu que c'était rempli de vauriens, sans armes en main, le chef des mercenaires a rompu sa promesse et voulait s'emparer de la villa, éliminer tout le monde. Voyant la situation désespérée, le jeune homme timide a courageusement contre-attaqué en premier. Cependant, les nobles qui vivaient dans le luxe n'étaient pas de taille face aux mercenaires. Toute la pièce 01 qui ose se lancer dans la bataille. Finalement, c'est le comte qui n'a plus aucun regret, saute sur l'adversaire, profitant de son inattention, lui crève son dernier œil. Mais le danger n'est pas encore écarté. Les soldats, mercenaires à l'extérieur apprennent que leur chef est mort, et lancent une attaque féroce. Malheureusement, tout le monde ne peut que se cacher dans le sous-sol. Lysica et le comte choisissent de se réfugier à l'étage supérieur. Comme prévu, la cave est le premier endroit à être fouillé. Un mercenaire descend lentement dans la cave. Il aperçoit rapidement Philone, tremblante de peur. Son cri résonne dans tout le manoir. Lysica, en l'entendant,
ressent un profond malaise. Les mercenaires, occupés à fouiller partout, laissent la porte sans surveillance. Si le comte et Lysica veulent partir maintenant, ils ont peut-être encore une chance de survivre. Mais le comte n'avait plus de maison où rentrer. Sa femme avait également perdu la vie ici. Il a finalement décidé de rester. Il a délibérément jeté le vase par terre, attirant l'attention des mercenaires, créant une opportunité pour Lysica de s'enfuir. Lysica a profité du chaos pour descendre les escaliers, et a vu la porte sans surveillance. Mais elle a décidé de descendre au sous-sol. Pour sauver sa sœur, elle utilise sa force pour repousser le mercenaire qui attrapait Filonne dans les escaliers. Heureusement, elle a réussi à la sauver in extremis. C'est ainsi que se manifeste l'amour familial, même si avant, ils se sont insultés et battus comme des chiffonniers, jurant de ne plus se parler. Mais face au danger, la famille ne peut rester les bras croisés. Cependant, se cacher indéfiniment n'est pas une solution durable. Pour survivre, il faut quitter le sous-sol, s'enfuir de la maison à tout prix. Jusqu'à présent, la manière de faire de Nia a enfin fait réaliser à la servante à quel point elle était égoïste et insensible. Chaque fois qu'elle était en danger, Nia lavait le cerveau de la servante, en lui disant qu'elle était sa meilleure amie. Mais en disant cela, c'était juste pour que la servante accepte de se sacrifier pour elle. Cette fois encore, elle a fait comme d'habitude, chuchote des mots doux à l'oreille de la servante, et lui fait des promesses séduisantes, puis demande à la servante de se cacher dans un tonneau, en attendant que le danger soit passé pour la libérer. Mais la servante s'inquiète, car sans elle, qui prendra soin de la maison? Finalement, Nia demande à la servante de chanter une chanson, en disant qu'une fois la chanson terminée, tout sera réglé, et qu'ils pourront revenir à leur vie d'avant. La servante obéit. C'est toujours la chanson de berceuse, que la servante lui chantait chaque soir, avant qu'elle ne s'endorme. Mais après avoir été exploitée à plusieurs reprises, la servante était complètement désabusée. Après avoir caché Nia, elle a allumé une flamme pour incendier tout le tonneau de vin. Elle a souri et chantonné doucement, enfin libérée de la prison, qui l'avait enfermée si longtemps, pour que les autres puissent survivre et s'enfuir. Le comte se précipite dans la chambre en portant le corps de Madame Ra, criant à haute voix qu'il y a une épidémie. En même temps, pour protéger les femmes et les enfants en retraite, le jeune homme timide a finalement été courageux une fois, mais il a dû payer de sa vie. Profitant du chaos, tout le monde a réussi à s'échapper par la porte, mais le comte a été touché par une flèche, et est resté pour toujours avec madame dans ce manoir. Ceux qui ont échappé à la mort n'ont nulle part où aller. Ils ont finalement atteint la grotte que Lysica et Filonne avaient découverte ensemble. En traversant cette épreuve de vie ou de mort, tout le monde semble avoir oublié les différences de statut et de conditions sociales, et se considère comme des camarades de combat. Cependant, non seulement l'épidémie continue de se propager, mais dans cette époque où les idées de classe prédominent, les domestiques et les nobles peuvent-ils vraiment être égaux? Reste une énigme.